Bonjour à tous, Yann Le Gall du blog à marée haute. On va démarrer dans quelques instants ce nouveau webinaire organisé par Séverine et Lorraine de Cruesty Location. On va attendre que les dernières personnes se connectent d'ici quelques secondes. Le temps pour moi déjà de vous montrer un petit peu la plateforme pour ceux qui ne la connaissent pas. Ceux qui ont déjà assisté aux 2 précédents webinaires connaissent déjà Livestorm. Vous allez avoir, donc on va avoir la présentation principale sur l'écran. Nous sommes en bas sur les petites vignettes. Et à droite, vous avez, bonsoir Laurent, à droite, vous avez un chat. Et comme Laurent, vous pouvez, à votre guise, écrire plein de messages, rebondir sur ce qu'on est en train de se dire avec Emmanuel le temps de la présentation. Sur le deuxième onglet, juste à côté, vous avez un onglet questions. N'hésitez pas pendant au début, pendant notre échange et à la fin, pendant le temps de questions-réponses, à poser toutes vos questions. L'idée, c'est qu'on puisse y répondre un maximum et surtout, on dédie un temps exprès pour ça. On va y avoir une première partie. On se donne 1 heure. En plus, Emmanuel a des obligations professionnelles de toute façon à partir de 20 heures. Donc, on va essayer de tenir impérativement l'heure. Globalement, on va essayer de tenir une demi-heure pour la première partie d'échange avec Emmanuel. Et puis, la deuxième partie sera consacrée à toutes les questions que vous pouvez avoir. Et donc, on essaiera d'y répondre le plus possible. Voilà. Écoutez, on ne va pas tarder à démarrer. Je vais laisser la main à Séverine et Lorraine et je vous dis à tout de suite. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce 3e entretien autour de la navigation et de la plaisance. Ce soir, nous abordons un sujet qui peut tous nous arriver en fait. Lorsque nous sommes au milieu d'un orage ou d'une tempête, comment réagir face à cet imprévu? Donc, pour répondre à ces questions et donner des conseils, nous avons invité Emmanuel Jacobet, qui est patron de la SNSM d'Arzon. Il va vous guider sur la prévention et surtout sur les réactions à avoir lorsque nous sommes piégés dans ces imprévus. Comme les 2 premiers webinaires, si vous étiez présents, c'est Yann Le Gall du blog de À marée haute qui animera cet échange entre Emmanuel et nous. Voilà. Écoutez, je laisse la parole à Emmanuel et à Yann. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Séverine. Bien, bonsoir Emmanuel, merci beaucoup d'être présent pour ce nouveau webinaire. Je vais peut-être te laisser tout d'abord te présenter et expliquer ton parcours pour que tous nos participants puissent un petit peu mieux te connaître. Oui, bonsoir Yann, bonsoir Lorraine et bonsoir Séverine. Merci tout d'abord à Cruesty Location de pouvoir mettre un petit coup de projecteur sur notre belle institution qui est la SNSM. Donc, je me présente maintenant, donc Emmanuel Jacobet, je suis le patron titulaire de la vedette de sauvetage de la station d'Arzon-Port-Navalo. On a une station qui est relativement ancienne parce qu'elle date de 1895, notre station. On est équipé à ce jour d'un navire dit vedette de première classe nouvelle génération que vous avez à l'écran. C'est un bateau qui fait 15 mètres de long, 4,50 m de large, propulsé par 2 moteurs de 500 chevaux chaque, donc on a 1000 chevaux de propulsion. On atteint une vitesse de 25 nœuds, quelle que soit la météo. On a un bateau qui est insubmersible, auto-redressable. Voilà pour la présentation vite fait de notre embarcation. On est à la station d'Arzon, Port-Navalo, un équipage de 18 embarqués. Ce qui n'est pas beaucoup forcément de personnes, mais ce qui est pour l'instant suffisant pour les missions qu'on a à faire. Et on réalise à peu près une 60aine d'interventions de sauvetage sur toute une saison, sur toute une année, pardon. Alors je parle de 60 interventions à la demande de notre du CROSS, hein, qui est notre organisme donneur d'ordre. Voilà. D'accord. La SNSM en soi, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne savent pas trop, c'est une association. Alors, ça s'appelle Société nationale de sauvetage en mer, mais ça n'a de société que le nom. Hein. C'est une association de loi 1901, un but non lucratif, qui a pour rôle principal la sauvegarde de la vie humaine en mer. Et ça, à titre gratuit, bien sûr. On a, depuis plusieurs années, une activité complémentaire qui est la sauvegarde des biens, à savoir typiquement le remorquage d'embarcation. Hein.
et qui, ça, par contre, font partie d'opérations qui sont payantes et facturées au requérant, mais on y reviendra tout à l'heure. Ouais. La SNSM en France, c'est 8000 bénévoles, 250 stations réparties sur le littoral et en outre-mer. On n'est que des bénévoles, on ne vit que de dons privés ou de dons de certains pouvoirs publics. Donc voilà, on a des coûts d'entretien qui sont relativement élevés par an, parce qu'un bateau comme le nôtre coûte à l'achat 800 000 euros, 50 000 euros de frais d'entretien par an. Voilà, il a 17 ans cette année, il part en grand carénage, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on va lui refaire une beauté complète pour un budget assez élevé de 350 000 euros cette année. Donc au bout de 17 ans, il repartira pour autant d'années, donc ce qui sera... Dans 17 ans, il aura fait sa carrière, ce bateau qui date de 2003, qui est donc basé au port du Proisty, à la station d'Arzon, Port-Navalon. Voilà. Très bien, merci. Je vais simplement rapidement revenir, merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation. Je vais revenir sur les thématiques qu'on va aborder tous les deux lors de cet entretien. On a alors effectivement, tu as la gentillesse de te présenter et de présenter la SNSM et en particulier celle le poste SNSM d'Arzon. On va dans le temps maintenant, dans les 25-30 minutes qu'on essaye de mettre devant nous. On verra si ça déborde de quelques minutes, c'est pas très grave. On va du coup approfondir la thématique du jour, à savoir les orages, tempêtes, les faits de mer, bien réagir. On va pour cela discuter de plusieurs thématiques ensemble. Comment sécuriser son équipage et soi-même, qui appeler, comment éviter aussi, tant que faire se peut, ces différents faits de mer, orages et tempêtes. Qui est responsable aussi, on abordera la question de la responsabilité. Et puis, évidemment, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment essayer de reprendre aussi une navigation sereine après avoir été confronté à ce genre de situation. Et donc, pour commencer, du coup, Emmanuel, je te propose d'évoquer la première thématique de ce soir, qui est du coup autour de la sécurisation de son équipage et de soi-même, et peut-être déjà, avant de partir, et peut-être aborder le rôle du chef de bord. Oui, tout à fait. Donc, je dirais, avant de prendre la mer, il y a une personne essentielle sur un bateau, c'est le chef de bord, c'est le skipper, mais aujourd'hui, il s'appelle chef de bord dans la réglementation. Alors, c'est un peu notre équivalent à nous. Moi, patron d'une vedette, je suis le chef de bord de la vedette, je suis ce qu'on peut appeler communément le capitaine. Et le chef de bord, aujourd'hui, a un rôle qui est clairement défini au niveau de la réglementation qui est applicable à tous les plaisanciers aujourd'hui, qui est la division 240. Ce chef de bord a un rôle essentiel de responsabilité en termes de sécurité de son équipage, de responsabilité de son bateau, du bon état du matériel de sécurité de son bateau, du bon entretien et du fonctionnement du matériel de sécurité. C'est-à-dire que bien réagir sur des faits de mer, c'est si on a préparé son navigation avant, c'est-à-dire que si le chef de bord a fait son rôle avec un bon briefing sécurité avant l'appareillage, où il a bien checké son matériel, il a donné des consignes en disant le matériel se trouve ici, l'utilisation du matériel est comme ça, les gilets de sauvetage qui sont, à mon sens, qui doivent être portés, quelles que soient les conditions de jour, de nuit, par beau temps, évidemment quand il fait mauvais. Mais son gilet de sauvetage, c'est pas quand il fait mauvais qu'on va le chercher et qu'on l'essaye, c'est au port, avant de partir, quand tout le monde est sur le bateau, c'est à ce moment-là que le chef de bord, et là il a un rôle important parce que c'est lui et lui seul qui doit attribuer un gilet de sauvetage par personne en fonction de la morphologie de la personne, de l'âge de la personne. Donc c'est vraiment ce rôle-là qui appartient au chef de bord. Et donc ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup de le faire. Au moins chacun a essayé. Et puis après, on l'a sur le dos, ou éventuellement on le remise, mais il vaut mieux l'avoir sur le dos. Mmh. Et puis si jamais on a besoin de le mettre un peu en urgence, on ne va pas le chercher, on a besoin de le régler au dernier moment. Voilà. Ouais, à défaut de le mettre tout le temps, au moins on sait où il est et il est déjà réglé à sa taille. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, j'insiste un peu, mais c'est ce check de sécurité là, si on le fait un petit peu de manière un petit peu rigide, hein, c'est vrai, avant de partir, et bien derrière, ça va
permettent que les choses se passent un peu mieux si jamais on devait se retrouver devant une situation dégradée. D'accord. Très bien. Donc, on a abordé les différentes thématiques. Effectivement, météo, bien connaître son équipage. Donc, effectivement, quand tu dis connaître son équipage, j'imagine c'est toute la partie aussi adapter la navigation aux gens qu'on a à bord, savoir à qui on va pouvoir se fier, savoir un petit peu comment on va pouvoir évoluer la navigation en fonction des gens à bord. Oui, encore une fois, cette responsabilité-là, pardon, appartient au chef de bord, hein. C'est à lui de décider s'il est opportun de sortir en mer. Alors, en fonction de la météo, on en reparlera tout à l'heure, mais également en fonction de la connaissance qu'il a de son équipage. C'est-à-dire que le chef de bord a tout loisir, avant l'appareillage, de dire la météo est comme ça, mon équipage, je ne le connais pas bien, je ne sais pas trop comment ils peuvent réagir dans des conditions un petit peu soutenues. Eh bien, je décide de ne pas y aller. Et on ne pourra jamais reprocher à un chef de bord d'être resté au port par souci de sécurité. Par contre, on lui reprochera tout le temps d'avoir mis des gens en danger, hein. Oui. Donc, il en va de sa responsabilité. Il est responsable, outre de tout l'aspect matériel de sécurité mis en œuvre et bon état, mais il est aussi responsable de son équipage. Et après, il est responsable de son bateau. La responsabilité de l'équipage, c'est important, hein, parce que s'il y a un problème, c'est à lui qu'on ira demander un petit peu des explications. Oui, bien sûr. Très bien. Donc on a vu avant le départ un sujet qui du coup va aussi beaucoup nous intéresser. Maintenant, j'y suis, la situation se dégrade. Quels sont les bons réflexes? Quels sont les bons réflexes quand on est en mer? Déjà, il faut commencer par analyser la situation. Voilà, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en sécurité, pour mettre mon équipage en sécurité et mon bateau en sécurité. Je pense que quand la situation commence à se dégrader, c'est là qu'on voit si le chef de bord vraiment tient tout son rôle, hein, parce qu'il doit s'imposer. Le plus compliqué à gérer dans tout ça, et il faut vraiment avoir ça en tête, le plus compliqué à gérer dans tout ça, ça va être l'humain. Parce que tout ce qui est matériel, on devrait pouvoir le gérer à peu près, plus ou moins bien. Par contre, l'humain, on ne sait pas comment vont réagir les gens, d'où l'intérêt de bien connaître son équipage. Et un bon chef de bord, c'est un bon manager, c'est quelqu'un qui va savoir diriger, s'imposer au niveau de son équipage au moment où la situation va un peu se dégrader. Alors, les bons réflexes à avoir, c'est quoi? C'est déjà, alors, on peut mettre son moteur en route pour assurer le coup, avoir de l'énergie. Pour autant, on ne va pas s'amuser à naviguer au moteur si on est sur un bateau à voile, j'entends, hein. On ne va pas s'amuser à naviguer au moteur alors qu'il y a 30 nœuds de vent. Ça ne représentera pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que le bateau bouge dans tous les sens. Donc, il vaut mieux mettre le moteur en route pour avoir de l'énergie, réduire la voilure au maximum pour pouvoir maîtriser, évidemment, le bateau et les éléments. Il faut prendre la mer plutôt à épauler, c'est-à-dire aux trois quarts, plutôt que se mettre en fuite sous le vent, hein. Donc on évite de partir, surtout, alors attention, faut être un petit peu réaliste. Quand je dis ça, c'est par rapport à notre secteur de navigation ici, hein. Je prends la baie de Quiberon. Faut faire attention quand même. Pourquoi il ne faut pas se mettre en fuite? Souvent, ce qu'on dit que dans le très mauvais temps, il faut se mettre en fuite. Sauf que dans la baie de Quiberon, si on se met en fuite et qu'il y a un peu trop de mauvais temps, on risque rapidement de se rapprocher de la roche. Donc, vaut mieux rester travers au vent, à épauler le vent, à étaler ça tranquillement, de façon à tirer plutôt au large ou vers un port, hein, vers un abri, quoi. Et puis, évidemment, mettre le gilet de sauvetage, ce qui est, à mon avis, ça devrait même pas être, on ne devrait même pas avoir à le dire, hein, ça devrait être mis dès l'appareillage. Aujourd'hui, nous, quand on part avec notre bateau de sauvetage, l'ensemble de l'équipage a qu'à appeler son gilet de sauvetage, hein, qu'il fasse beau temps ou qu'il fasse mauvais temps, de jour, de nuit. Et ce serait bien que tous les plaisanciers aient ce réflexe-là. Ça permettrait d'éviter certaines situations dramatiques. Et pour votre équipage, je pense qu'une des bonnes actions ou des bonnes réactions immédiates, comme on les appelle, c'est évidemment de mettre le maximum d'équipage à l'abri.
Pour la simple et bonne raison que c'est qu'on va éviter que quelqu'un passe par-dessus bord. On laisse une personne la plus à même de s'occuper du bateau à la barre. Et puis tout le reste de l'équipage, on le met à l'abri. Alors, c'est pas très confortable, je sais. Ça peut être un peu perturbant pour l'oreille interne. Ça peut avoir des conséquences un petit peu des conséquences qu'on connaît dans ces moments-là, tout ça lié au stress, lié à l'angoisse. Mais bon, les gens qui sont à l'abri à l'intérieur, ils sont à l'abri. Par définition, ils sont à l'abri de l'eau, ils sont à l'abri du vent. Si le bateau a de la flottabilité, il n'y a pas de souci, quoi. Et tant que le bateau a de la flottabilité, et ça c'est important, hein, on ne quitte pas son bateau. On reste à bord de son bateau tant que son bateau flotte. On peut préparer l'abandon du bateau si jamais. Quand je dis préparer, c'est qu'on peut mettre le radeau, on peut le sortir, on peut le mettre derrière le bateau, on peut éventuellement le percuter, mais on ne monte pas dans le radeau tant que le bateau n'est pas coulé. Voilà. Tant que le bateau a de la flottabilité, on reste sur son bateau. Même si on a de l'eau jusqu'au genou, tant qu'il y a de la flottabilité, on reste dessus. D'accord. Oui, c'est bien de le rappeler, c'est toujours bon à savoir, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais il faut préparer les choses. Ouais. Très bien. Donc là, on a vu avant de partir, quand la situation se dégrade. Et après, est-ce qu'on peut avoir quand même des petites comment j'agis, en tout cas avec un maximum de sécurité dans la panique? Comment est-ce que je fais pour essayer j'imagine, éviter le suraccident et agir dans cette panique? Il faut essayer de tempérer les choses, de calmer les choses. Alors après, il y a des organismes qui sont là pour venir en aide. Hein. À un moment, quand on se retrouve dans des situations compliquées, eh ben, c'est pas grave d'appeler les secours. Voilà. Et je pense que c'est un bon réflexe à avoir, c'est de commencer, si on voit qu'on ne va pas maîtriser la situation, c'est de commencer par appeler les secours. Et donc pour ça, il y a un seul organisme à appeler, c'est le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Pour ce qui concerne notre secteur, il est basé à Etel. Il faut savoir qu'ils assurent la surveillance de la pointe sud du Finistère, Pamar, jusqu'à la frontière espagnole. Donc ils gèrent tout l'arc atlantique. C'est le Etel qui gère absolument toutes les opérations de secours. D'accord? C'est eux et eux seuls qui vont comment dirais-je, nous appeler et eux qui vont nous mettre en œuvre pour aller sur un lieu où il se passe quelque chose. D'accord? C'est pas la peine que les plaisanciers nous appellent nous en direct. Nous, on ne partira pas sans avoir l'aval du CROSS avant. Donc, c'est le CROSS qui nous met en œuvre. On est sous les ordres du CROSS, sous les ordres du préfet maritime. Donc, et c'est le CROSS qui nous met en œuvre. D'accord? Donc, je pense qu'il y a un moment, quand ça commence à dégénérer, bah, c'est bien d'envoyer un petit coup de VHF ou un coup de téléphone, hein, donc la VHF Canal 16 évidemment. Le téléphone, le numéro d'urgence en mer, c'est le 196. Donc c'est bien d'appeler pour au moins prévenir, au moins dire voilà ce qui se passe, même si on va pas avoir même si on n'a pas de moyens, on n'a pas besoin de moyens forcément, mais au moins on prévient. Une fois que le CROSS vous les avez prévenus, eh bien eux vont faire leur boulot, c'est-à-dire qu'eux vont vous rappeler toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures pour voir comment la situation évolue. Et eux décideront à un moment, même si vous ne le voulez pas, si jamais ils estiment que la situation peut se compliquer, ils enverront forcément un moyen pour au moins venir à côté pour calmer un petit peu les choses, poser les choses et éventuellement projeter du personnel qui va bien. Ouais, et quelque part, j'imagine que ça peut et à la fois rassurer le chef de bord qui se dit qu'il finalement il n'est plus tout seul et il peut éventuellement compter sur quelqu'un d'autre, et rassurer du coup a fortiori l'équipage également qui n'a pas non plus l'impression d'être tout seul. Voilà, absolument. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises hein, d'être mis en conférence avec des requérants, donc des gens qui avaient besoin d'assistance. Et le simple fait de discuter entre le CROSS, le skipper du bateau, le chef de bord et moi, et ben, nous, par notre expérience, on arrive des fois à avoir des explications, à donner des explications, à aider les gens par téléphone. Ouais. Et parfois, ça suffit à gérer la situation. Voilà. Voilà, parce que des fois, les gens peuvent un peu, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'humain est très important à gérer là-dedans. C'est le plus compliqué à gérer. Parce que les réactions de chacun, quand la situation se dégrade vraiment, quelqu'un qui est blessé, on voit du sang, on voit des choses comme ça peut être très compliqué. Des gens, ça crie, ça parle fort. Enfin bref, on a plein de situations. Et le fait de parler avec des gens qui sont dans le métier, qui maîtrisent un petit peu ces situations compliquées, ça permet d'apaiser les choses. Ouais, vous allez analyser la situation à froid, voilà. Vous allez être
un second regard et ça va tout de suite rassurer. Tout à fait. Il y a quand même deux choses importantes. Il y a deux situations compliquées en mer. Il y a la situation de détresse et la situation d'urgence. Hein. C'est deux situations un peu différentes. Bon, elles sont parfois mélangées. La situation de détresse, faut bien prendre en compte qu'une situation de détresse, c'est une situation dans laquelle, si on ne fait rien, l'intégrité du bateau est en jeu et la vie humaine est en jeu. D'accord ? Donc là, typiquement, une situation de détresse, c'est quoi ? C'est un bateau qui a une grosse voie d'eau ou qui risque de couler, ou un incendie à bord. L'incendie, la voie d'eau en mer, c'est ce qui peut arriver de pire. Hein. Donc là, on est dans une situation de détresse. Ou un homme à la mer qui est tombé depuis quelques temps, on est dans une situation de détresse. Après ça, la situation d'urgence, c'est tout ce qui va aller après, c'est-à-dire une panne moteur, un dématage, une avarie de barre, une avarie électrique, une hélice engagée. Tout ça, c'est une situation d'urgence qui ne nécessite pas nécessairement tout de suite une assistance, mais à terme, elle va nécessiter une assistance. Par contre, cette situation d'urgence peut dégénérer en situation de détresse, hein, si jamais on n'arrive pas à maîtriser la chose. Donc ces deux situations, il faut bien les distinguer. Et la mise en œuvre des moyens, elle ne sera pas la même, en fonction de la détresse ou de l'urgence. Très bien. Je peux développer un peu là-dessus, si tu veux. Hein. quelques minutes, si tu veux, ouais, bien sûr, je t'en prie. Ce qui est important là, dans une situation de détresse, je dis que la vie humaine est en jeu. Et si je reprends sur ce que j'ai dit dans l'introduction, le rôle de SNSM, c'est la sauvegarde de la vie humaine en mer. Dans une situation de détresse, vous êtes sur votre bateau, il est en train de couler. Vous lancez un message Mayday, donc un message de détresse. Le CROSS va vous envoyer des moyens. Et notre rôle, il joue. La SNSM joue son rôle vraiment à 100%, c'est-à-dire qu'on va sauver la vie humaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte le bateau. Notre premier rôle, ça va être d'aller récupérer les gens, les mettre en sécurité à l'abri. Et après ça, on ira s'occuper du bateau. D'accord ? Donc pour ça, vous n'avez pas besoin de faire de demande de moyens. Dès que vous lancez un message Mayday, le CROSS va envoyer forcément un moyen de secours à votre rencontre. Après ça, la situation d'urgence, ce ne sera pas un message Mayday à VHF, ce sera un message panne. Et là, on va laisser du temps pour annoncer un peu les choses et voir s'il n'y a pas autour de vous quelqu'un qui peut venir à votre secours. Et si jamais, au bout d'un certain temps, vous n'avez personne à répondre, eh bien, on vous proposera l'assistance de la SNSM. D'accord. Moyennant en finance, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Oui, bien sûr. Très bien. Parfait. Écoute, merci. Alors, donc là, est-ce qu'on peut aborder du coup une thématique autour de, tu l'abordais tout à l'heure, donc tu l'as un petit peu dit déjà, si j'ai un problème, j'appelle la SNSM. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu peut-être sur le rôle dans ces cas-là de la SNSM, quand est-ce qu'elle intervient, et on abordera peut-être aussi après le rôle du loueur aussi là-dedans. Alors, quand on a un problème en mer, on n'appelle pas la SNSM, on appelle le CROSS, d'accord ? On fait le 196 avec son téléphone portable, ou on prend sa VHF canal 16, ou on utilise le système ASN de sa VHF. On a trois possibilités. Donc on fait le 196 avec son téléphone, par exemple, on prend sa VHF, on appelle. On n'appellera pas la SNSM, on va appeler le CROSS, d'accord ? Le CROSS va prendre en compte l'opération, va prendre en compte votre demande, va prendre en compte la situation, l'environnement, le nom du bateau, le nombre de personnes à bord, etc., le type de bateau, voilier, moteur, bref. Et en fonction de cette situation, donc je reviens, si on est dans une situation de détresse, ils enverront forcément un moyen tout de suite, voilà, sans aval particulier du demandeur, du chef de bord. Par contre, si c'est dans une situation d'urgence, là, on va d'abord envoyer un message à la VHF, un message panne pour signaler cette situation. Donc un navire, telle position, telle longueur, tel type, est en panne à tel endroit et demande une assistance remorquage. Soit quelqu'un passe à côté, entend le message, répond, ce qui devrait se passer dans la plupart des cas, mais ce n'est pas forcément la vérité. Et puis si personne ne répond, dans ce cas-là, on va proposer au chef de bord l'assistance de la SNSM. Donc là, on est dans notre deuxième mission, qui est l'assistance aux biens. On va être mis en relation avec le chef de bord, il va nous expliquer la situation, on va lui dire « Ok monsieur, pas de souci, on peut venir vous chercher ». Mais par contre, cette opération sera payante.
Alors, faut savoir que les opérations de remorquage, hein, en ce qui nous concerne, nous, avec notre moyen, il faut compter 600 € de l'heure de remorquage. Ça peut paraître élevé, mais quand on a remorqué 2 heures, on a à peu près ramener les bateaux du secteur les plus loin, d'où on va les chercher, 2h30, 3 heures peut-être. Bon, si on a un bateau qui fait 12 mètres, pour 1200 €, on l'a ramené. Et sans compter que si l'assurance, si vous êtes bien assuré, donc si vous avez dans votre assurance l'assistance, remorquage, des échouements, recherche et autres, eh bien l'assureur prendra ses frais en charge, moyennant évidemment une franchise. Et donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc il faut bien avoir en tête, c'est qu'on n'appelle pas la SNSM, on appelle le CROSS. Et nous, on est aux ordres du CROSS et le CROSS nous met en œuvre pour aller porter assistance à un bateau, alors professionnel, particulier, peu importe. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut rapidement, parce que c'est vrai que parfois il peut y avoir peut-être de la confusion chez certains locataires donc qui louent des bateaux auprès de loueurs. Et du coup, le rôle du loueur dans un cas effectivement où on pourrait se sentir un petit peu en danger, parfois le réflexe de certaines personnes peut être d'appeler le loueur. Or, c'est pour le coup plutôt peut-être une mauvaise habitude. Ouais, alors souvent des fois un petit peu dans la panique, les gens vont appeler leur premier interlocuteur qui est le loueur. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Si le loueur, il ne pourra pas forcément faire grand-chose, parce qu'il n'a pas forcément de moyens avec lui. Et puis tout le temps qu'on va passer à l'appeler, on va le perdre à avoir des secours sur place. Donc je pense que c'est bien d'appeler le loueur après, une fois que la situation est figée. Une fois que nous, on est sur place, qu'on a pris les choses en compte, et ben, dans ce cas-là, on a le temps d'appeler le loueur pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe. Ça peut être en parallèle, hein, parce que des fois, c'est des toutes petites pannes qui peuvent être réglées rapidement, mais il faut bien savoir que les loueurs n'ont pas forcément les moyens techniques pour aller au devant de leurs locataires quand ils sont en panne sur l'eau. Donc, appeler le loueur pour se faire dépanner, s'il fait beau, peut-être. Si c'est une petite panne, pourquoi pas. Maintenant, si il fait vraiment mauvais et qu'on est dans une situation très très particulière, je pense que c'est pas le premier acteur à aller appeler, c'est pas le loueur, quoi. Et est-ce qu'on peut peut-être aussi repréciser, sauf erreur de ma part, en fonction de si on a une panne, peut-être moteur, même ne serait-ce tout juste à la sortie du port, c'est peut-être pas forcément la SNSM qu'on va appeler dans ces cas-là? Non, non, bien sûr. Après, tant qu'on est dans les limites du balisage portuaire, c'est les agents de port qu'on peut appeler. Puis après, avant d'appeler, il faut peut-être essayer de regarder ce qui se passe, quoi. Souvent, il y a des pannes qui peuvent être évitées, hein. Nous, ça nous arrive d'être appelés pour des pilotes automatiques qui sont engagés malencontreusement, pour des poignées de gaz sur des bateaux moteurs qui sont pas au point mort, enfin des choses comme ça, et ce qui fait que ça démarre pas. Enfin, voilà, c'est des petites pannes comme ça qui sont dues à un manque d'expérience, hein, tout simplement, hein. Souvent, ce qui arrive, c'est par manque d'expérience, eh bien, on est un petit peu confronté à une difficulté, et puis on ne sait pas gérer parce qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça, alors que des fois, il suffit d'avoir un petit peu juste poser les choses, regarder ce qui se passe, on regarde un petit peu les circuits, et puis on s'aperçoit que ça peut être vite régularisé, quoi. D'accord. Quelques conseils pour éviter de se retrouver dans ces situations? Peut-être la météo d'abord, peut-être? Ouais, la météo, c'est important, hein. Le thème, hein, c'est les orages et les tempêtes. La météo, il n'est pas concevable aujourd'hui, pour moi en tous les cas, de partir en mer sans avoir consulté la météo. La météo, elle est diffusée tous les jours, 2 fois par jour, elle est réactualisée 2 fois par jour. Et il en va de la responsabilité du chef de bord, encore une fois, de récupérer le bulletin météo avant de partir. Alors celui du jour, on évite de prendre la météo 15 jours à l'avance, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis au cours de la journée, eh ben, la météo peut évoluer. Et donc en fonction de la météo, eh bien, on peut prévoir se mettre à l'abri. Alors après, on peut être pris, hein, dans des situations compliquées, des situations orageuses, des choses comme ça. Que faire quand il y a un orage? Je dirais, c'est d'essayer de voir un petit peu comment ça évolue. Alors ça peut être, si c'est 2 jours, on a quoi, comment on va le visualiser? Tout simplement par l'apparition de très gros nuages type cumulonimbus, des gros nuages en forme d'enclume bien noire. Si vous voyez ça, vous arrivez dessus, essayez de faire demi-tour, allez ailleurs, mettez-vous à l'abri, parce que là-dessous, c'est forcément qu'il y aura
Il y aura beaucoup d'intensité de pluie, d'électrique et de vent. On peut tout à fait, si on est dans l'orage, avec un voilier, hein, on peut mettre la chaîne d'ancre autour du mât et la pendre dans l'eau pour faire une masse, pour éviter de prendre la foudre. Après, je pense que les situations orageuses, elles sont souvent prévues, elles sont parfois mal interprétées. Si je prends l'exemple du 15 août de cette année, la situation était prévue depuis 2-3 jours. On était sous des situations orageuses. Et la journée du 15 août, typiquement, il y a eu un système météo qui est monté dans l'après-midi. Il s'est mis à faire très très chaud, très lourd vers fin d'après-midi. Donc ça, ce sont des signes annonciateurs. Et puis après, il y a ce gros cumulonimbus qui est monté. Alors après, si on est au mouillage, sous orage, eh bien, ma foi, on reste au mouillage, on sécurise son mouillage, hein, on allonge un peu la chaîne. Éventuellement, on peut parer en mettant sa machine à route pour être sûr d'étaler son mouillage si jamais au besoin. C'est pas la peine de lever le mouillage en plein orage en se disant je m'en vais, c'est trop dangereux, il vaut mieux rester au mouillage maîtriser son bateau comme ça. Si on est en mer sous orage, eh bien, on réduit la toile, hein. On met tout le monde à l'abri, on réduit la toile, on peut mettre éventuellement sa chaîne là, pour pendre dans l'eau. Mais c'est pas grave, l'orage en mer, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs, hein. Et puis, généralement, ça dure pas non plus 10 heures un orage, hein. Même si au 15 août, il a duré un petit peu, mais en fait, il a tourné un petit peu autour de la baie de Quiberon, là. La situation, nous, on est sorti vers 21h30, on avait 45 nœuds de vent, après c'est descendu à 15, c'est remonté à plus de 50, enfin voilà. Ah oui. Mais c'est pas, surtout dans nos secteurs, on n'a pas des situations, enfin des conditions de mer qui sont non plus affreuses, hein. Un petit peu de toile, on étale un petit peu tout ça, si on est en mer, eh bien, on va regagner un abri gentiment. Et puis une fois qu'on arrive à la côte, après c'est bon. D'accord. Et pareil, pour finir cette thématique, le mouillage, oui, mais faut quand même faire attention à ce qu'on fait au mouillage. Il faut faire attention au mouillage. Pourquoi les mieux bateaux s'en vont au mouillage? C'est parce qu'ils sont mal mouillés. Voilà, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qui tient un mouillage aujourd'hui sur un bateau? C'est pas la taille de l'ancre, hein, c'est la longueur de chaîne et le poids de la chaîne. Vous pouvez mettre l'ancre la plus grosse que vous voulez. Si tu n'as pas suffisamment de chaîne, ton bateau il va s'en aller. Donc on mouille idéalement. On dit qu'on mouille 3 fois la hauteur d'eau. Et ben peut-être que si on voit que la situation commence à dégénérer, ben, on va peut-être mouiller le double, hein. Donc voilà, tout ça, mais il est évident que si on est sur son bateau, qu'il y a de l'orage, eh bien, si on a la possibilité de rester sur son bateau, on reste sur son bateau. Ça permet de sécuriser. Si on est à terre et qu'on est pris dans l'orage, et le bateau est pris dans l'orage, qu'on est à terre, on ne va pas prendre son annexe pour aller regagner son bateau en se disant il faut que je sauve mon bateau. Tant pis, je dirais. Ça reste du matériel, hein. Voilà, ce qui est important, c'est la vie humaine avant tout, hein. Donc il faut avoir ça toujours en tête. Bien sûr. Un dernier conseil, peut-être, si vraiment le temps se gâte et qu'on pense à sortir? Bien, je pense qu'il faut être très très réaliste. Un bon chef de bord, c'est un chef de bord qui va prendre sa météo avant de partir et qui aura prévu sa sortie depuis peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, je ne sais pas. Puis le jour où il prend sa météo, il voit que ça se dégrade et puis il dit bah non, j'y vais pas. Ça, c'est un bon chef de bord. Un bon chef de bord, c'est s'il voit que s'il sent pas la météo ce jour-là, par rapport à son équipage, par rapport à son bateau, eh bien, moi, je ne peux que le féliciter. Voilà, c'est pas la peine d'aller au carton. Et c'est sûr qu'on ira vous chercher, il n'y a pas de problème. Mais vous, c'est pas la peine d'aller vous faire peur pour rien, quoi. Donc, si vous ne sentez pas la sortie, eh ben, le chef de bord est dans son rôle, hein. Et puis, ma foi, si les gens ne sont pas contents, ben, ils ne sont pas contents. C'est tout. Et au moins, il n'aura mis personne en danger. Est-ce qu'on peut aborder la question peut-être de la responsabilité, donc j'imagine du chef de bord, à la fois peut-être la responsabilité matérielle, et puis on pourra peut-être évoquer aussi la responsabilité pénale, rapidement sur cette thématique. Tout à fait. Alors, encore une fois, le chef de bord est responsable absolument de son navire, de son équipage, de sa navigation, de ses choix, de son matériel de sécurité, de tout ce dont il peut être responsable. Il faut savoir que dans le cadre d'une assistance en mer,
le chef de bord est redevable, si c'est lui qui demande l'assistance, bien sûr, hein. On est dans le cadre du demandeur-payeur, c'est-à-dire que si le chef de bord demande une assistance, remorquage par exemple, eh bien, c'est le chef de bord qui est redevable de cette assistance. Okay, donc, tout à l'heure, je vous disais que c'était 600 € de l'heure par chez nous. Eh bien, si on a remorqué 2 heures, 1200 € seront facturés au chef de bord. D'accord. Il n'est pas question, dans le cadre des bateaux de location, que ce soit au loueur, on dise, comme ça nous arrive des fois, il faut envoyer la facture à la boîte de location. Non, la boîte de location, elle n'est pas responsable de votre navigation. C'est vraiment le chef de bord qui est responsable de ça. Ça, on est dans le cadre du matériel. Dans le cadre du corporel, un chef de bord est responsable aussi de son équipage et ils peuvent être poursuivis pour des dégâts corporels sur son équipage. Hein. Si on va jusqu'à la situation dramatique qui est malheureusement le décès, eh bien, on ira entendre le chef de bord. Sa responsabilité de chef de bord peut être engagée. Il faut savoir que si vous êtes victime d'un sinistre important avec du dégât corporel ou même sans dégâts corporels, mais quelque chose d'important, vous devez, en tant que chef de bord, de faire une déclaration aux affaires maritimes dans les 48 heures. Une déclaration factuelle de ce qui s'est passé, tout simplement. D'accord. Très bien. Un petit mot, et ça va être la dernière thématique avant de passer aux questions des participants, du public. Est-ce que des conseils pour reprendre la navigation après avoir été pris par un orage, par une tempête, peut-être des bons conseils? Oui, déjà, je pense qu'il faut y retourner parce qu'il faut toujours remonter sur un cheval qui vous a désarçonné. D'être pris dans le mauvais temps, c'est pas grave. Le mauvais temps, ça se gère. Ça peut être impressionnant, ça peut être perturbant, ça peut être. Mais pour ça, il y a des gens dont c'est le métier. Hein, il y a des coachs. Et l'autre jour, il y avait Julie qui était avec toi l'autre jour, dont c'est le métier d'accompagner les gens pour les remettre un petit peu en main, les remettre en condition. Et puis, je dirais que il faut évidemment y retourner. Il faut éviter de tout abandonner sur place et de s'en aller. Mais il faut y retourner, se faire aider, se faire redonner confiance. Et puis, je pense que la chose la plus importante et ce qui peut éviter le maximum de problèmes, c'est surtout l'expérience. Plus on va naviguer, plus on en fera, plus on sera dans des conditions particulières, plus on aura d'expérience et plus on pourra gérer des situations un petit peu particulières. Donc, une fois qu'on a subi un peu des choses compliquées, dures, eh bien, à mon sens, il faut vraiment y retourner, quoi. Mais il ne faut pas y retourner tout seul, il faut y retourner accompagné. Voilà, donc il y a des gens dont c'est la profession, donc il faut en profiter. Oui, bien sûr. Très bien. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Ça fixe le terme de cette première partie sur notre échange par rapport à la thématique du jour. Je vous propose de passer à toi, Emmanuel, et puis également aux participants à la partie questions-réponses. On va essayer de répondre le plus possible à vos questions que vous pourriez avoir. Emmanuel est là pour y répondre. Et donc, dis-moi. Si je peux. Si tu peux, bien sûr. Oui. Évidemment. D'ailleurs, si tu veux, tiens, il y a une première question de Fabrice qui nous demande quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur les activités de la SNSM en termes peut-être d'intervention. Est-ce qu'il y a alors c'est une bonne question. Ça a été radical parce que sur le premier confinement, on n'a fait aucune sortie. Voilà, à part on a fait 2 évacuations sanitaires. Alors nous, on fait aussi des évacuations sanitaires des îles vers le continent, donc Guadeloupe vers le continent ici. Oui. Eh bien, nous, on a fait 2 évacuations sanitaires, pas pour des cas de Covid, hein. Mais autrement, en activité maritime, en activité de secours en mer, on n'a rien eu. Et d'ailleurs, dès que ça a été déconfiné, c'est là que ça a commencé. Et ça a commencé assez fort parce que les gens n'étaient pas prêts, les bateaux n'étaient pas prêts. Et alors ça, la préparation du bateau, c'est aussi un aspect essentiel de la préparation de sa navigation. Oui, bien sûr. Très bien. Patrick nous demande est-ce qu'il y a un risque d'électrocution sur un bateau lorsqu'on est pris dans un orage? Si on reste sur tout ce qui est plastique, bois, polyester, pour moi non.
Maintenant, on va pas s'amarrer au pied du mât en attendant que ça tombe, quoi. Il est évident qu'il faut rester essayer de s'isoler, hein, donc bottes en caoutchouc, des gants, et puis plutôt être assis sur quelque chose de plastique que de se mettre, aller chercher, toucher les coups de batterie ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Laurent nous pose une question. Alors, il nous demande effectivement, donc on disait tout à l'heure, que lorsqu'on est pris par le mauvais temps et qu'on souhaite peut-être éventuellement regagner un abri, donc on va allumer son moteur et on va réduire la toile au maximum pour pouvoir aplatir la mer, comme tu le disais. Il demande s'il n'y a pas de risque de détériorer le moteur dans ces cas-là, considérant que le bateau gîte. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai vu cette question passer. Ça peut arriver, hein, on peut avoir des problèmes de désamorçage du carburant. C'est pour ça que je dis que le moteur, on le met en route pour avoir de l'énergie, hein, et puis quand on réduit sa toile, on réduit franchement sa toile, c'est-à-dire qu'on va réduire au maximum pour gîter le moins possible. Alors après, il y a toujours un côté qui va être favorable par rapport à un autre, suivant où se trouve le réservoir de son moteur. Bon, bah, si on sent que son moteur commence à donner des signes de faiblesse à un moment, faudra peut-être à ce moment-là le couper. Voilà, c'est pas forcément vital de démarrer son moteur. C'est pas la première des choses à faire, mais je pense qu'il y a un moment, rapidement, ce qui peut manquer, c'est l'énergie sur un bateau, surtout sur un bateau à voile, hein. Ouais. Donc, c'est important d'avoir de l'énergie pour avoir de la lumière, pour avoir de la VHF, pour avoir des pompes de cale, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque, hein, il n'est pas. Ça arrive, hein, des moteurs qui désamorcent à cause de mouvements du bateau ou de gîtes trop importantes, il est vrai. Mais bon, après, faut savoir réguler cette gîte aussi, quoi. Donc, en fonction de son allure, on peut peut-être essayer de réguler un petit peu. Très bien. Et donc, du coup, pardon, je récupère la question. Voilà, c'est ça. Laurent nous posait la question par rapport au fait que, mais c'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure, je crois, que le mât fasse paratonnerre si on enroule l'ancre, la chaîne d'ancre autour du mât. Du coup, c'était ça l'idée, c'était de mettre la chaîne pour que du coup l'électricité c'est parte pour dans la éviter que mer. la foudre descende dans le bateau, c'est surtout ça, c'est pour qu'elle aille. Alors après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas testé, hein, les deux situations. Je peux pas vous dire là, si ça va tomber dans le bateau ou à côté. Par expérience, en tous les cas, ce que j'ai vu, le dernier en date, c'est la nuit du 15 août, où nous, on était en mer de 21h30 à 3h du matin, et ça éclairait de tous les côtés. Il y avait des bateaux en mer, et bon, il n'y en a pas un qui a pris la faute sur le mât. Ça attire pas plus, je pense pas, hein. Après, je suis pas suffisamment calé sur le sujet au niveau des charges électriques et des attirances. Maintenant, je sais que bon, on essaye d'envoyer, si jamais ça venait à tomber sur le mât, ça partirait à la mer via la chaîne d'ancre. Pourquoi on met ça? Parce que normalement, on a une tresse de masse qui est reliée sur des boulons de quilles qui doit ramener le bateau à la masse. Maintenant, on s'aperçoit que des fois, cette tresse de masse, elle n'est pas forcément en bon état, ou elle n'est pas forcément bien fixée, ou elle est rompue, et donc ça donne une deuxième protection, quoi. Il faut éviter que la foudre, elle passe dans le bateau, parce que là, par contre, ça peut être compliqué. D'accord. Olivier te demande ton plus beau souvenir de sauveteur en mer. Je sais pas, le plus beau souvenir. C'est assez paradoxal. Après, on est toujours satisfait quand on a ramené tous les gens qu'on est allé chercher, hein. C'est évident que ouais, c'est ça. On a fait une opération, c'était en début d'été, on a récupéré 9 jeunes là, qui étaient un peu sur les cailloux malmenés suite à un problème sur un semi-rigide. Bon, voilà, quand on part, on récupère tout le monde, que tout le monde va bien, c'est bien, et que moi aussi, pour que mon équipage aille bien, qu'on n'ait rien cassé, qu'on n'ait blessé personne. Ouais, après, pour le beau souvenir, je sais pas, ça fait plus de 20 ans que je suis à la SNSM. J'ai plusieurs centaines de missions. Ouais, je pourrais pas, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas quelque chose qui me vient, mais voilà, la satisfaction qu'au final,
que tout le monde soit bien récupéré, que les bateaux soient récupérés, voilà, qu'il n'y ait pas de blessés, puis que chez nous tout aille bien. Bien Mais sûr. ça ne se fait pas tout seul, hein. Tout ça, c'est une affaire d'équipage, hein. Je ne suis pas tout seul là-dessus, donc il faut qu'on ait aidé. On a un équipage qui est très polyvalent et ce qui permet d'assurer toutes ces missions, quoi. Très bien. Céline nous demande, elle avait un doute, elle se demandait si par gros temps, est-ce que c'était mieux quand même d'essayer de rejoindre à port au risque de peut-être s'échouer sur des cailloux, ou est-ce qu'il faut mieux rester au large, au contraire essayer de rester au large? Est-ce qu'il y a il y a des bons principes par rapport à ça, ou j'imagine que ça dépend des situations à Bah, chaque fois, mais il y a un principe qui est relativement, enfin, qui est vrai, c'est que le danger, il est à la côte. Le danger, il n'est pas au large. Souvent, les problématiques qu'on a, on les a à la côte. Alors après, la question, elle est pertinente, hein, parce que est-ce qu'il ne faut pas mieux aller tirer au large quand on est pris dans des mauvais temps? Je dirais peut-être. Après, ça dépend vraiment de son niveau de compétence et de la compétence de son équipage. Maintenant, regagner un abri, analyser la situation, analyser sa zone, pour peut-être trouver le meilleur abri, parce qu'il faut savoir que par rapport à la zone à laquelle on est, on va peut-être, en se rapprochant d'une côte, d'une île, eh ben, finir par atténuer la mer et se retrouver de plus en plus à l'abri. Donc, d'être très au large, je dirais que le danger est un moindre par rapport à la côte, parce qu'on n'a pas de récif, on n'a pas de choses comme ça. Après, il y a d'autres dangers, hein, et on l'a vu récemment sur le Vendée Globe. Mais ouais, je sais pas. Faut essayer de regagner l'abri. Voilà, le mieux c'est de regagner l'abri. Maintenant, c'est sûr que si on est à 2000 de l'entrée du port, ben, j'aurais tendance à dire va au port. Maintenant, si tu es 20 000 au large, ben, reste à 20 000 au large, quoi. Et au moins, il y a un peu moins de danger, quoi. d'accord. Audrey nous demande s'il y aurait un risque de se voir refuser l'entrée d'un port par manque de place en cas de mauvais temps. À ma connaissance, non. Enfin, il n'y a pas de. Le port peut refuser un accès que s'il y a un risque pour l'intégrité du port. J'entends par là un risque d'explosion, un risque de pollution, des choses comme ça. Maintenant, quelqu'un qui demande l'abri, on ne doit pas lui refuser l'abri. Alors, sauf après à ce que les infrastructures portuaires ne permettent pas au bateau de rentrer, quelles que soient les conditions, hein, attention. Mais ce qui arrive chez nous, par exemple, à Etel, qui Etel en soi n'est pas considéré comme un abri parce qu'on ne peut pas y rentrer quelles que soient les conditions. L'abri, c'est un endroit où on peut y atterrir et repartir quelles que soient les conditions météo et sans assistance particulière. À Etel, on peut nous refuser l'entrée, par exemple, parce que les conditions ne permettent pas de rentrer. Maintenant, un port comme le port du Croisty, normalement, ne peut pas vous refuser l'entrée. Ça, c'est pas possible. Sauf avec des risques particuliers. Oui, effectivement, c'est vrai que là, la question est si le port est plein. C'est vrai que c'est difficile de répondre comme ça. C'est ce que tu disais, ça va dépendre si effectivement il y aurait pas la sécurité nécessaire pour pouvoir accueillir les gens, ou, etc. Fait, ouais. Mais c'est pas le fait que ce soit plein en soi ou pas, quoi. Non. Très bien. Super. Mais écoute, on a déjà fait un petit tour des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Emmanuel sur cette thématique d'orage, tempête et fait de mer, sur comment bien réagir à toutes ces situations? N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter, sinon aussi, Emmanuel, par rapport à ce qu'on s'est dit, hein, n'hésite pas aussi à tout moment. Moi, faut pas hésiter à venir nous voir quand on est là, quand on est sur notre bateau, parce on aime bien que les gens s'intéressent à nous. Aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement que pas assez de gens nous connaissent, pas assez de gens savent qui on est. Les gens nous prennent pour des gardes-côtes, des militaires, des fonctionnaires d'État, des pompiers. Voilà, nous, on n'est que des bénévoles. Donc, on a tous un métier à côté. Donc, on aime bien échanger, on aime bien discuter avec les gens. On peut faire visiter notre bateau quand c'est possible. Alors, en ce moment, c'est compliqué parce qu'on a des causes sanitaires qui nous l'empêchent, mais généralement, on fait ça sur des manifestations ou autres. Donc, ça permet de discuter avec les gens, de dire qui on est, et puis vraiment faire passer les infos, quoi. On est là. Les sauveteurs en mer sont là pour l'assistance en mer, hein, des biens, des personnes et des biens.
Donc, faut vraiment faire passer le message. On est là. Par contre, le message à faire passer, c'est qu'on n'est que des bénévoles et on ne vit que de dons, essentiellement privés. On a un peu de dons des institutionnels, mais c'est grâce aux dons de tout à chacun que les stations aujourd'hui de sauvetage arrivent à vivre et arrivent à se renouveler en termes de matériel, en termes d'équipement individuel, d'équipement collectif, d'achat de bateaux. Un bateau, ça dure à peu près 30 ans dans une station. Hein. Tous les 30 ans, il faut le changer. En tout cas, le nôtre, il faudra le changer entre 15 et 20 ans. D'accord. Bon, il faudra trouver un peu de sous parce que ça va coûter cher. Oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Ouais, c'est des gros investissements. Absolument. Ouais. Et c'est vrai, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, moi personnellement, par rapport au public qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est quand même un public globalement quand même de pratiquants de la plaisance ou qui ont un certain attrait autour de la plaisance. Moi personnellement, j'ai le plaisir d'être donateur à la SNSM. J'ai même mis en place là ce qui a été fait il y a pas très longtemps, où on peut donner tous les mois une certaine somme, même pas forcément très importante, mais justement ça grève pas trop son budget et on participe à chacun à sa modeste contribution au soutien de la SNSM. Et je trouve alors ça c'est très personnel comme avis, mais quand on pratique l'espace, la mer, etc., et que potentiellement on peut être amené un jour à solliciter vos services, ça me paraît normal et de participer et de contribuer à cet effort. Mais il faudrait que tout à chacun ait cette vision aussi et y participe. Oui, c'est sûr. Après, c'est à nous de communiquer via ce genre de visio. Là, ça permet aussi de dire un petit peu qui on est et de parler un petit peu de notre cause, hein, qui est une noble cause, hein, et qu'on fait en plus avec plaisir et envie, parce que on n'arrive pas à ce qu'on est là comme ça, quoi. Notre station aujourd'hui, elle escalade parce qu'on a des gens qui sont motivés, on a un renouvellement permanent de sauveteurs embarqués, donc ce qui est bien, et tout le monde vient avec plaisir, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est vrai, on n'est pas assez connu parce qu'on ne communique pas forcément très bien. On n'est pas dans notre rôle. Hein. Moi, j'ai pas pour réputation d'être un très bon communicant. Mais bon, on essaye de s'améliorer pour que notre image se développe. Et puis on est là, on a un rôle important d'information du public, d'information, de prévention aussi. Tout ça, c'est important et on est vraiment là pour discuter, pour échanger avec les plaisanciers, parce que c'est important de retrouver leur avis. C'est quand même, la plaisance aujourd'hui, c'est 80% de nos missions, l'assistance aux plaisanciers. Et sur ces 80% de missions-là, les 3/4, c'est de l'assistance de voiliers en panne moteur. Et vraiment de la panne moteur. C'est pas de la panne de carburant comme on peut penser, c'est vraiment, malheureusement, c'est ça. Donc, je pense que ça peut être évité par plus d'expérience des gens, par une meilleure connaissance, un meilleur apprentissage de leur bateau. Et puis voilà, après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu... Moi, je suis toujours un petit peu surpris quand on m'appelle pour un voilier qui n'a pas de moteur, quand il y a un petit peu de vent, quoi. Voilà. Je dis honnêtement, ça me surprend tout le temps un petit peu. Voilà. Ouais. On peut toujours approcher d'un port à la voile, on peut toujours... et puis à ce moment-là, appeler le port pour être remorqué. Une fois qu'on est dans les limites du port. Mais bon. Bien sûr. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui, notre travail, c'est ça. C'est de sauver des vies. Finalement, on n'en fait pas beaucoup. Et heureusement, il en suffit d'une pour que... Bien sûr. Pour qu'on soit tous satisfaits. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup d'assistance de bateaux en panne. Antoine demande si vous cherchez des volontaires sur Arzon. Alors, aujourd'hui... C'est un peu plus compliqué que ça. On ne sollicite pas forcément une station en particulier, ou est-ce que tu peux expliquer rapidement peut-être comment ça se passe? Ouais, nous aujourd'hui, je disais tout à l'heure, on a 18 embarqués. On a eu une personne ou deux là qui sont en cours d'embarquement. On ne montera pas au-delà de 20 personnes. Maintenant, on est toujours prêt à recevoir les candidatures. On discute avec les gens qui se proposent pour voir si, on leur explique comment ça marche, on leur donne les conditions, on discute, on regarde un petit peu. Mais pourquoi pas, ouais, il peut toujours, bien sûr, envoyer ses coordonnées
au président de la station, là, Dominique Samuel, avec un petit CV, une petite lettre de motivation, et puis après, nous, avec le président, on en discute, on voit, on rencontre la personne, et puis on fait ça simplement, on est des gens normaux et simples. Et donc derrière, pour répondre à la question d'Olivier, donc il y a un parcours de formation, j'imagine, qui derrière se déroule pour lorsqu'on est volontaire SNSM. On est bénévole, on n'est pas volontaire, hein, c'est pas tout à fait. Bénévole, excuse-moi, pardon. Bénévole, pardon. Donc oui, du coup, la question d'Olivier, c'était lié aux formations. Donc oui, il y a des formations, j'imagine, À la dédiées. base, il n'y a pas de formation obligatoire pour rentrer dans notre station, en tout cas nous à Arzon, on n'impose pas de station, on n'impose pas de formation. D'accord. Moi, j'ai une très grande, comment dirais-je, j'apporte une part importante à la formation en interne, à la cooptation des anciens, que les anciens transmettent leur savoir aux jeunes. Ouais. C'est comme ça que j'ai été formé. Maintenant, on a aussi un centre de formation national qui est basé à Saint-Nazaire, et comment dirais-je, qui fait des stages régulièrement pour permettre de s'améliorer, donc c'est très bien. Mais à la base, non, faut avoir du temps, de la disponibilité, être pas trop loin, parce que nous, on a pareil, en moins de 15 minutes, on est parti. Donc, c'est sûr qu'il faut habiter principalement sur la commune, ou tout au moins travailler sur la commune. D'accord. Voilà. Si c'est quelqu'un qui habite sur Vannes ou qui travaille sur Vannes, ce sera compliqué. Ça va être trop long. Après, il y a d'autres stations ailleurs, hein, on n'est pas tout seul. Hein. Effectivement, c'est Morbihan, il y a 9 stations. Donc, effectivement, la géographie est un point important que tu soulèves, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais oui, c'est logique. Et ouais, parce que dans le quart d'heure, on est parti. Après, quand on remet, on sait quand on part, on ne sait jamais quand on revient. Donc c'est pareil, il faut jongler avec tout ça, la vie de famille, professionnelle. Enfin, voilà. C'est un engagement, c'est pas un engagement à prendre à la légère en tous les cas. Alors j'imagine que tu seras d'accord aussi là avec Olivier qui nous dit préconiseriez-vous un chef de bord d'être formé au geste des premiers secours? J'imagine, c'est toujours mieux. Oui, évidemment. Maintenant, alors la formation, c'est très bien, c'est en train de se développer en France. La formation au premier secours, ça marche, c'est bien. Maintenant, être formé, c'est bien, mais après, quand il faut pratiquer, ça se complique. Voilà. Parce que si on est formé mais qu'on ne pratique jamais, on ne fait pas de remise à niveau, on ne fait pas de choses comme ça, alors ce ne sera pas délétère parce que forcément, il y a un moment, ça va revenir, hein, Bien sûr. les réflexes. Mais oui, c'est bien, évidemment, il faut se former à ce genre de gestes de premier secours, c'est important. Mais pour autant, une fois qu'on est formé, il faut rester à son niveau de formation. Voilà. Il faut recycler, participer à des stages, il ne faut vraiment pas hésiter. Plus on va en faire, mieux ce sera. Moi, je suis assez pour ce principe c'est en faisant qu'on apprend, hein, c'est sur le terrain qu'on apprend. On apprend la théorie, c'est bien dans une salle, puis après, la mise en pratique, c'est vraiment sur le terrain quand on est confronté. Et si on est bien préparé et si on est formé, ça ne peut que être bénéfique. Très bien. Écoute, je te propose peut-être de s'arrêter là si on a répondu à une bonne partie des questions du coup des participants de ce webinaire de ce soir. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot, Emmanuel, peut-être sur tout ce qu'on s'est dit ce soir? J'espère qu'on vous a un petit peu donné des petites infos, que ça vous a aidé. Alors, on a essayé de rester, c'est pas facile de rester tout le temps vraiment sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Et je peux en parler longtemps. Donc je suis désolé si jamais on a c'est un petit peu écarté à un moment du sujet, mais ouais, moi j'étais content. Faut qu'on parle de nous, faut que les gens sachent qui on est. Voilà, on est des gens comme vous, on est tous à peu près pareils, sauf que nous on est habillés en orange, on a un bateau orange, voilà. Mais et puis on viendra vous chercher quoi qu'il arrive. Donc non, il faut être voilà. Le message que j'ai, c'est soyez prudents, soyez vigilants, préparez-vous, formez-vous si vous pouvez, mais surtout préparez-vous. On prépare bien sa navigation derrière, on a les trois quarts du boulot qui est fait, quoi. Après, c'est que du plaisir. Hein. Il faut pas subir. Il faut éviter de subir. Il faut toujours avoir un coup d'avance si on peut. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. J'étais ravi d'échanger avec toi ce soir. Je vais laisser la parole à Lorraine et Séverine pour
pour clôturer le webinaire de ce soir. Voilà, écoutez, c'était une heure très intéressante. Nous aussi, on a appris des choses, malgré qu'on soit dans la location du bateau toute l'année, on a appris des choses. Donc, on espère que vous, c'est la même chose. Parler des choses qui font un peu peur. Le but, c'était pas de vous dégoûter, en fait, loin de là. C'était vraiment de vous rassurer et puis de vous sensibiliser en fait aux gestes, surtout aux préventions du départ. On fait attention, on prépare sa météo, on ne part pas si c'est dangereux, même si c'est pas dangereux, mais si vous avez une hésitation parce que ça vous semble un peu juste dans la météo, voilà, on ne part pas dans ces cas-là. C'est la meilleure prévention. Bien souvent, quand on loue un bateau, ça fait mal au cœur de perdre une journée sur 7 ou une journée sur 2 ou 3. Donc, c'est bien souvent là le sujet. En fait, on part quand même parce que c'est un peu... Voilà, on n'a pas envie de perdre l'argent qu'on a dépensé. Mais parfois, malgré tout, il faut mieux le faire parce que c'est de la prévoyance. Et puis, le plus important, c'est d'agir en sécurité. Donc, j'espère que Emmanuel vous a apporté toutes ces lumières et toute son expérience sur ce sujet. Voilà, donc du coup, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne soirée et on vous donne rendez-vous pour samedi matin prochain pour le dernier webinaire. Celui-ci qui traite de la gestion location, donc ses avantages, les inconvénients, donc quelque chose d'un petit peu plus théorique, mais qui peut en intéresser certains, je pense. Voilà, écoutez, bonne soirée et à samedi. Bonne soirée. Merci.